Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui en fin de matinée les nouveaux ambassadeurs djiboutiens. Dans l'actualité nationale également, préparatif donc pour la prochaine rentrée scolaire, réunion de tous les conseillers techniques avec le ministre. Et dans l'actualité internationale, donc en Afghanistan également, Joe Biden confirme le retrait des forces américaines jusqu'au 31 août. Voilà donc c'était les titres. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en fin de matinée les nouveaux ambassadeurs djiboutiens. Cette audience a été l'occasion pour les nouveaux ambassadeurs fraîchement nommés de recevoir leur feuille de route avant de rejoindre leur pays d'affectation afin de consolider la manière de représenter Djibouti auprès des autres pays dans les négociations internationales. Cette rencontre avec le chef de l'État souligne un rappel de leur rôle qui sera de participer à la consolidation des relations avec les pays amis, la contribution à la mobilisation des ressources au profit de notre pays sur la scène internationale et par-dessus tout permettre à la République de Djibouti de jouer le rôle qui a toujours été le sien. Les nouveaux diplomates djiboutiens, avec un sentiment de devoir, ont été honorés par la confiance que leur a faite le président de la République en les chargeant de cette partie donc de l'activité nationale à l'extérieur. Il convient également de rappeler qu'au moment où l'on parle de mondialisation, où tous les pays font dépendre leur économie de la marche du monde, la République de Djibouti ne peut rester en marge de ce processus. Et durant cette rencontre avec les diplomates, les nouveaux diplomates djiboutiens, le numéro 1 djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, a dans son réquisitoire demandé aux ambassadeurs nouvellement nommés d'accomplir avec force et détermination la mission qui leur a été confiée, celle de servir les intérêts de la nation, de mobiliser toutes les ressources extérieures et le soutien de la communauté internationale au service du développement socio-économique. On écoute le numéro 1 djiboutien. J'ai souhaité cette rencontre aujourd'hui afin de faire avec vous un tour d'horizon des priorités de notre diplomatie pour que nous puissions apprécier ensemble non seulement nos objectifs stratégiques en matière de politique étrangère, mais également la complexité et les contraintes dans lesquelles nous devons déployer notre action extérieure. Votre mission première, la protection et la promotion des intérêts de la République de Djibouti, la garantie de sa sécurité intérieure et extérieure et sa prospérité au sens large du terme. Une mission qui défend également l'image que nous avons de nous-mêmes, la fidélité à nos valeurs et notre vocation de pays épris de paix, un pays qui croit au partage et au vivre ensemble. Votre seconde mission, la mobilisation des ressources et la promotion en faveur d'une diplomatie économique qui reste un élément important de notre stratégie de développement. Ce n'est point un hasard si je vous ai choisi, vous, messieurs les diplomates de carrière. La diversité et la complexité des enjeux internationaux changent. La nature et la vocation des missions diplomatiques et consulaires de notre temps obéissent à des paradigmes nouveaux. D'où la nécessité d'une coordination régulière entre les ambassades et l'administration centrale à garder intacts les fondamentaux à la base de nos performances diplomatiques, c'est-à-dire la fidélité à nos amitiés traditionnelles et l'ouverture sans exclusive à tous les partenaires. Participation de la diaspora djiboutienne au développement. La situation dans notre région. Vous êtes tous conscients que le contexte régional et international actuel est en perpétuel changement. C'est pourquoi je veux des missions dynamiques et efficaces. Je veux une diplomatie plus rayonnante et plus active. Bien évidemment,
le ministère des tutelles et moi-même serons à vos côtés à tout moment. Je voudrais, pour terminer, vous réitérer ma confiance et vous redire tout l'espoir que je fonde sur le résultat de vos travaux. Je vous remercie. Et à l'issue de cette rencontre, le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, est revenu donc sur cette réunion du président de la République avec les nouveaux diplomates djiboutiens. C'était l'occasion pour le chef de l'État de donner une sorte de feuille de route à nos ambassadeurs et ce que le pays attend d'eux quant à l'action diplomatique qu'ils vont mener dans leur pays d'affectation. Bien entendu, il a réitéré une chose très importante, c'est que notre diplomatie doit être d'abord une diplomatie économique. Faire en sorte que nous puissions capitaliser, nous puissions tirer profit de ces présences diplomatiques dans les pays d'accréditation afin d'abord drainer les investissements vers notre pays, faire rayonner notre pays sur le plan politique, culturel et travailler à la consolidation des relations avec ces pays-là et travailler également à faire asseoir une politique de paix, de stabilité dans les zones qui sont frappées par des conflits. La diplomatie djiboutienne, à travers ses nouveaux ambassadeurs, est une diplomatie qui a été, je dirais, enrichie par des expériences. Le président de la République a insisté sur le fait que la diplomatie doit être proactive, la diplomatie doit être une diplomatie orientée vers la protection des intérêts de nos concitoyens, une diplomatie qui accordera également une place importante pour la diaspora djiboutienne qui vit à l'étranger. Dans l'actualité également, le sous-préfet du 2e arrondissement a reçu aujourd'hui le ministre de l'Intérieur et sa délégation. Cette visite donc qui s'inscrit dans le cadre de la tournée générale qu'avait entamée le ministre de l'Intérieur à travers le pays lors de la prise de ses fonctions, de ses nouvelles fonctions. Les arrondissements étant donc les administrations de proximité. Il se situe donc avant tout au cœur de l'action, en lien direct avec le public et avec des objectifs à atteindre fixés par la voie hiérarchique. C'est pourquoi l'ensemble des acteurs de la chefferie locale, à savoir les chefs de quartier, les notables et les locales des quartiers, se sont mobilisés pour cette rencontre. L'objectif étant de faire également le point sur les avancées enregistrées, mais surtout de faire l'inventaire des difficultés rencontrées afin de mieux répondre aux besoins des usagers de l'administration. Cette mobilisation procure également une occasion de redéfinir un projet collectif intégrant toutes les dimensions du développement, un projet fédérateur qui répond aux aspirations des citoyens dans les plus fragilisés, mais aussi de créer les meilleures conditions pour que la sous-préfecture mène à bien ses missions. Ainsi donc, des interactions fructueuses ont eu lieu et ont porté essentiellement sur des principaux mots des quartiers populaires. En nouvelle nationale, toujours dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a réuni aujourd'hui l'ensemble de ses proches collaborateurs. La réunion a essentiellement porté sur l'amélioration des enseignements-apprentissages, la formation initiale, l'organisation des examens, les inspections et les notations des enseignants. Au cours de cette intervention, le ministre a tout d'abord tenu à rendre compte de sa participation au sommet mondial de l'éducation qui s'est tenu à Londres vers la fin du mois de juillet. Un sommet mondial où il a été notamment question des perturbations des systèmes éducatifs à cause de la Covid-19 qui a fait que les cours soient suspendus dans pratiquement tous les pays du monde pour des périodes allant d'1 à plusieurs mois. Les filles furent les plus touchées par ces perturbations, surtout dans des pays en voie de développement. Il a rappelé qu'au cours de ce sommet, notre pays a pu bénéficier d'un don financier lui permettant de tenir face à la situation de crise due à cette pandémie de la Covid-19. Le ministre de l'Énergie, chargé de ressources naturelles, Younis Ali Gueddi, a signé hier un accord cadre de coopération dans les domaines des mines et de la géologie avec son homologue turc Fatih Domez au cours de la visite officielle de travail qu'il a effectuée à Ankara en Turquie du 23 au 24 août.
En effet, à la tête d'une importante délégation, le ministre de l'Énergie a procédé à la signature d'un important accord de coopération dans le domaine de la valorisation des ressources naturelles avec son homologue turc au cabinet de ce dernier en présence de l'ambassadeur de Djibouti à Ankara, Aden Hussein, et faisant part de son sentiment, le haut responsable djiboutien s'est déclaré satisfait de l'événement qu'il a jugé très important pour l'avenir des relations entre les deux institutions. Le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu au camp Cheikh Ousmane hier la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec la haute hiérarchie militaire. Cette prise de contact s'effectue dans l'objectif de tracer les perspectives à venir dans le cadre de la politique de partenariat qui mettra donc aux prises l'action de ce ministère avec l'organe militaire. À son arrivée, donc, la ministre a passé en revue donc, les troupes qui ont été donc, érigées en son honneur, un piquet d'honneur, et par la suite a été reçu par le général au camp Cheikh Ousmane. Ainsi, la visite de Madame la ministre participe à un nouvel élan renforçant la contribution de l'armée djiboutienne dans la politique de développement social du point de vue de l'émancipation de la jeunesse et de la culture djiboutienne. Cet événement atteste la bonne volonté du haut commandement militaire à porter un intérêt particulier en premier lieu au développement du pays lancé par le président de la République et en vue de garantir un partenariat consistant et durable avec les différentes instances ministérielles. Et profitant de l'occasion, les forces armées djiboutiennes n'ont ménagé donc aucun effort pour réserver à la ministre un accueil des plus chaleureux, accompagné d'une animation musicale orchestrée à travers le célèbre groupe folklorique Harbi. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans le dossier de cette édition, nous allons nous rendre à Ali Adé, une sous-préfecture de la région d'Ali Sabié, où les associations et groupes de femmes sont très actifs et où les mots donc, comme solidarité ou entraide prennent tout leur sens. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. Ali Adé, une localité de la région d'Ali Sabié qui brille par ses particularités. Une localité qui abrite le plus grand camp des réfugiés à Djibouti, devenu au fil des années un modèle d'intégration et un potentiel humain non négligeable. Une diversité culturelle, loin d'être un frein, constitue le leitmotiv du vivre ensemble
Ils viennent du sud somalien, d'Éthiopie ou d'Érythrée, ou tout simplement natifs de Djibouti. Une somme des communautés qui vient des divers horizons, qui a fait de la solidarité et du sens du partage la devise du savoir-vivre communautaire. Ali Adé, c'est l'unité dans la lutte contre la pauvreté. Une lutte contre la pauvreté qui est la pierre angulaire des actions de l'ADDS qui mène plusieurs projets dans cette zone. Parmi ces actions, le projet des réponses en développement au déplacement dans la Corne de l'Afrique, financé par la Banque mondiale. Un projet qui se manifeste à travers ce qu'on appelle groupes de femmes d'entraide et d'affinité. Ces groupes utilisent l'épargne, les crédits et l'engagement social comme instrument d'autonomisation. Ce sont ces femmes venues ici accueillir l'artisan de ces programmes en visite dans leur localité. Des femmes constituées en 12 groupes pour un total de 175 membres. Selon la DDS, un peu plus de 2 ans après leur création, ces groupes de femmes ont épargné près de 5 millions de nos francs en cotisant 200 francs par femme et par semaine. Ces groupes de femmes d'entraide et d'affinité sont devenus un exemple de détermination, de dévouement et de persévérance avec pour seul but sortir de la pauvreté. Madina Hassan fait partie de ces mères. Elle est membre du groupe Hodan. Comme beaucoup de femmes, elle a commencé par une sorte de vente à la sauvette. Sa situation a changé depuis. Juste en face de son commerce individuel, une autre boutique de vente, en gros, qu'elle gère avec son groupe. Salam alaikum. Tukaanka ka waran socodkiisa maanta. Waa aniga maxay hadaan halka baqaarkayga gaarkiibu ahaa kana waa kii aan walaalahayga ururka la lahaa ururkayga waxa la dhadaa Hodan inantana ururkay kamid tahay waxa la dhadaa Xawculo Dirane waa ka de ma sha Allah baqaarkii aan ku sheegayay aan kaga kaaftoonay safarkii iyo socdaalkii waa kan noloshaydu aad bay isku bedeshay eeg adiga oo maxay hadaan ay waxba haysan iyo adoo wax haysta way kala fiican tahay aad iyo aad bay noloshaydu isku bedeshay nolol maalmeedkii ciyaalkaygaan helaa kolka hore aad bay daciifayd maanta maad heli berri maanta haddaan u kariyo waxaan odhanay berri toole miyaad heli waxaad u kariso noloshaydu qirqirba ku jirta maasha Allah baan leeyahay. Comme pour Madina Hassan, elles sont près de 200 à bénéficier de ces projets qui leur a permis de se développer et d'améliorer leurs conditions de vie. Toutes sont unanimes sur les retombées largement positives de ces programmes. La valorisation de la femme rurale est le résultat de la politique engagée du président de la République en faveur de la promotion du genre en République de Djibouti et en particulier dans les zones rurales. Une belle illustration pour ces femmes dont le quotidien a changé car elles ont réussi par leurs efforts à vaincre la précarité. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Concernant la situation en Afghanistan, le président américain Joe Biden a confirmé hier, lors d'un sommet du G7, la date butoir du 31 août pour terminer la mission de l'armée américaine en Afghanistan. Et lors d'un sommet virtuel avec ses homologues du G7, le président des États-Unis a donc opposé une fin de non-recevoir aux alliés de Washington qui plaidaient avec insistance pour une prolongation de la présence militaire américaine afin de laisser plus de temps aux exfiltrations d'Afghans jugés à risque dans leur propre pays depuis la prise de pouvoir par les talibans. Mais le respect de ce délai dépend de la coopération des talibans pour permettre l'accès à l'aéroport des candidats au départ, a-t-il prévenu, les mettant en garde contre toute entrave à ces opérations difficiles. Joe Biden a ainsi précisé avoir demandé au Pentagone et au département d'État des plans d'urgence pour ajuster le calendrier si cela devait être nécessaire.
Et enfin, l'Organisation mondiale de la santé déplore les inégalités choquantes d'accès aux vaccins, notamment pour l'Afrique. L'OMS a déploré hier les inégalités choquantes à l'ouverture d'une réunion annuelle virtuelle des ministres de la Santé du continent africain. Dans le monde, 140 pays ont vacciné au moins 10% de leur population. Mais sur notre continent, seuls 4 pays ont pu atteindre cet objectif en raison des inégalités choquantes d'accès aux vaccins, a déclaré Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Selon lui, la crise liée au vaccin illustre la faiblesse fondamentale aux racines de la pandémie, le manque de solidarité mondiale et de partage d'informations et de données, d'échantillons biologiques, de ressources, de technologies et d'outils. Afin de renforcer la solidarité mondiale, le directeur général de l'OMS a appelé les pays africains à soutenir un traité international ou tout autre instrument légal permettant d'améliorer la coopération internationale en matière de riposte à la pandémie. Ce traité pourrait être discuté en novembre lors d'une session spéciale de l'Assemblée mondiale de la santé. Outre la riposte au Covid-19, cette 71e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, prévue sur 3 jours, doit aussi se pencher sur la lutte contre toute forme de polio, contre le cancer du col de l'utérus, la tuberculose, le VIH et les infections sexuellement transmissibles, l'hépatite et la méningite. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.